humaines de la Commission de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, comme nous vous l'avions promis la semaine dernière, le programme de cette semaine va s'articuler autour de 3 sujets. Premièrement, l'université panafricaine et comment est-ce qu'on y accède, spécialement au moment où il vient de lancer un nouveau programme de bourse de master et de doctorat. Ensuite, l'École nationale d'administration du Tchad qui a passé le Covid et qui, durant le Covid, a eu le temps de se moderniser pour offrir de nouvelles façons d'apprendre à ses étudiants. Et puis enfin, l'Union africaine qui vient de lancer officiellement le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine, programme des jeunes volontaires de l'Union africaine qui, comme vous le savez, recrute chaque année des centaines de jeunes de moins de 35 ans à travers le continent et ensuite les met en stage longue durée au sein de l'UA ou au sein d'une institution internationale africaine ou au sein même des États membres. Donc voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, je voudrais vous demander de nous excuser pour les petits désagréments techniques. Je suis, comme d'habitude, ce soir avec notre co-animatrice, donc Geek 22. Elle préfère qu'on l'appelle avec son surnom de Geek, donc Geek 22, qui est à la technique. Nous allons donc recommencer et je veux donc demander au professeur Joseph Ntouda Ebode de nous parler de l'Université panafricaine. L'Université panafricaine qui, comme vous le savez, dispose de 5 campus dans 5 pays. Mais je ne vais pas vous expliquer davantage. Je laisse la parole aux spécialistes. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je disais donc que l'Université panafricaine est une université continentale créée par les chefs. Cette université continentale a la spécificité d'avoir 5 établissements qui sont situés dans les 5 sous-régions continentales. Ces établissements sont appelés les instituts et ces instituts sont donc des équivalents fonctionnels des facultés classiques. Chaque institut est dirigé par un directeur, aussi est donc l'équivalent fonctionnel de ce qu'on appelle généralement un doyen. Pour ce qui concerne donc l'Institut de gouvernance des sciences sociales et humaines de l'Université panafricaine, basée en Afrique centrale, au Cameroun et à l'Université de Yaoundé 2 très précisément, nous offrons 5 programmes, 2 programmes à Yaoundé, 3 programmes à Buea, mais les 5 appartiennent à l'Institut. À Yaoundé, nous offrons un programme de master en gouvernance et intégration régionale et un programme de doctorat en gouvernance et intégration régionale. À Buea, à l'université de Buea, nous avons délocalisé 3 programmes qui avaient un rapport à la traduction et à l'interprétation, étant entendu que le meilleur état, c'était là-bas. Et ces programmes sont donc le master en traduction, le master en langue transfrontalière et le 3e master, c'est le master en interprétation. Pour y accéder ici à Yaoundé comme ailleurs, un appel est lancé en ligne. Les candidats qui sont intéressés vont donc candidater en ligne. Au terme de ces candidatures, regrouper des jurys spécifiques. Professeur, ils vont porter leur candidature en ligne. Est-ce qu'il y a panafricaine dispose d'un site, d'une page Facebook, d'un compte Twitter, parce que comme vous le savez, les étudiants, les jeunes de nos jours sont beaucoup plus digitaux qu'autre chose. Donc, et où se trouve ce site? Bien évidemment que l'université panafricaine dispose d'un site qui est logé. Il suffit de mettre UPA pour les Français ou de mettre PAO en français. Vous allez facilement retrouver ça au siège de l'Union africaine. De la même manière, il y a une page Facebook qui vous permet d'avoir des résultats. Donc, depuis le début, c'est-à-dire nous sommes à peu près aujourd'hui, on a commencé en réalité en 2012, tout cela se passe en ligne et lorsque la centralisation des candidatures a été faite. Une question, désolé de vous interrompre. Il y a des internautes qui me disent où se trouve le site. Est-ce que s'ils écrivent sur Google Université panafricaine, ils pourront trouver le. Ils vont retrouver automatiquement dans Google. Ils vont retrouver automatiquement. D'accord, c'est automatique dans Google. Même dans Facebook, ils vont retrouver automatiquement. Même dans Facebook, Université panafricaine. Cherchez. Donc, j'étais donc en train de... Oui, j'étais donc en train de dire qu'une fois la date des candidatures
arrêté lorsque la date est fort close. C'est qu'on fait donc, les jurys se tiennent dans chaque institut pour la sélection des candidats. Chaque institut a généralement une centaine de candidats à sélectionner par an. Et cette centaine de candidats est répartie de la manière suivante: 1% pour le pays hôte, 80% pour le reste de l'Afrique. L'orientation politique est aussi qu'il faut sélectionner à peu près 50% de filles, c'est-à-dire 50% féminins, 50% masculins. On fait aussi un effort. Pourquoi vous dites orientation politique? Est-ce que ce n'est pas normal? Les femmes représentent plus de 55% de la population africaine. Donc, on devrait plutôt leur donner 55% au lieu de 50%. Non, vous savez que le retard des jeunes filles en matière d'éducation, c'est un constat sociologique. Vous savez aussi qu'en fonction des pays, ce n'est pas les mêmes tendances. L'effort est donc fait pour qu'on obtienne un maximum. Mais vous savez aussi que dans la plupart des cas, il y a des spécialités où les deux sexes ne sont pas représentés de manière proportionnelle. Donc l'orientation politique veut par exemple que si nous n'avons pas eu assez en sciences, parce qu'il y en avait moins, on vient compenser le reste de la proportion accordée aux filles, là où on pense que les filles sont plus nombreuses, pour qu'à la fin quand même, on ait les 50% dont on recherche. Voilà pourquoi je parle d'orientation politique, c'est-à-dire c'est l'option. D'accord. Nous allons revenir sur cette question d'orientation politique tout à l'heure avec l'ENA et puis la commission de l'UA. C'est une question extrêmement importante quand il s'agit d'études supérieures. Oui, professeur, ensuite? Ensuite, donc, quand les étudiants, quand le jury a siégé, ils donnent donc les résultats et puis l'Union africaine achète les billets d'avion à chaque étudiant et les instituts s'en occupent sur place pour les accueillir à l'aéroport. Et on les installe. Maintenant, le reste, chaque institut fait conformément à la réglementation à l'année académique de l'université haute, mais aussi de l'université panafricaine. Une spécificité ici, c'est que l'université panafricaine commence au niveau master. Et pour mélanger l'ensemble de la jeunesse continentale, on a donc situé les instituts dans les universités existantes d'ailleurs déjà. Et cela facilite aussi la reconnaissance des diplômes parce que tous les diplômes sont co-organisés, co-signés et les cours sont aussi dispensés par l'ensemble des enseignants venant des pays hôtes de l'Afrique et de la diaspora. Voilà ce que je peux dire de manière assez synthétique. J'ai une question rapide sur ça. Vous avez dit donc, les inscriptions, c'est pour les jeunes femmes, c'est jusqu'à l'âge de 40 ans, j'imagine, c'est pour les bourses. Et pour les hommes, je crois que la limite, c'est 35 ans. Mais alors, les personnes qui ont plus de 40 ans et qui souhaitent faire un doctorat, sont-elles exclues de l'université panafricaine ou bien sont-elles simplement exclues des programmes de bourse? Disons que pour le moment, cette question n'a pas encore été tranchée. Donc, on applique le droit positif qui veut que tout étudiant soit boursier. Dès lors que vous avez été sélectionné, vous êtes boursier. Je crois que la question sera décidée au niveau politique et les orientations de mise en œuvre seront données à l'université pour voir si on peut accepter des gens qui ne veulent pas la bourse, mais qui veulent tout simplement étudier. D'accord, professeur. Je vous remercie pour ces clarifications. Nous allons maintenant demander à M. Senoussi Hassan Abdoulaye, directeur général de l'École nationale d'administration du Tchad. École nationale d'administration qui, comme toutes les écoles africaines, a connu des moments extrêmement difficiles avec la pandémie du Covid. Mais je pense de prime abord, nous avons vu que cette école a réagi plutôt positivement et a continué par dispenser les cours. Alors, monsieur Senoussi, pouvez-vous nous parler de l'École nationale d'administration du Tchad et nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour maintenir
le bateau à flot durant cette épidémie qui est extrêmement dure. Merci, M. Amine, et à votre équipe de vous intéresser à l'École nationale d'administration du Tchad. L'École nationale d'administration du Tchad, comme les autres ENA d'Afrique francophone, est une école inspirée du système français et elle a été créée le 20 mai 1963. À sa création, l'objectif initial était de remplacer progressivement les administrateurs français qui étaient au Tchad par des cadres tchadiens formés dans une école d'élite administrative. Alors, l'ENA, depuis sa création, aujourd'hui, a formé plus de 2500 cadres qui exercent dans l'administration, qui ont exercé, et l'ENA a produit des premiers ministres, des directeurs généraux, des chefs de service et d'éminents cadres qui dirigent encore notre pays aujourd'hui. En tant que fabrique de l'élite administrative, l'ENA a donné sa part dans la contribution et la production des intellectuels qui gèrent aujourd'hui le Tchad. Alors, l'École nationale d'administration est une école qui travaille beaucoup, qui ces dernières années a connu différentes formes d'imitation, et la dernière en date est celle de 2014, qui en fait a fait enlever la partie magistrature, qui est finalement devenue une école d'études judiciaires rattachée au ministère de la Justice. Donc, de l'ENAM, nous sommes encore repassés à l'ENA depuis 2014. Et depuis 2014, la configuration... Comme on a enlevé la partie magistrature, est-ce qu'il y a une école de magistrature totalement à part? Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'École nationale de formation judiciaire. Donc, à la suite de la réforme de 2014, l'ENAM est devenue l'ENA. Et puis, il y a une école dédiée à la magistrature et de formation d'autres auxiliaires de la justice. Donc, la partie magistrature est gérée par une autre école et cette école est sous la tutelle du ministère de la Justice. Donc, l'ENA, désormais... Excusez-moi, monsieur le directeur général, en fait, juste pour l'éducation de nos abonnés, où se trouve cette école de magistrature? Parce que je n'en ai jamais entendu parler. Pourtant, je pense être l'une des personnes les mieux renseignées. Oui, alors, donc, effectivement, il y a une loi qui est passée en 2014 et cette loi a fait en sorte qu'il y ait une séparation entre l'ENA et la partie magistrature et que je pense que l'École nationale de formation judiciaire a été créée à l'image et à l'instar d'autres écoles de formation judiciaire en Afrique francophone parce que le Tchad, le gouvernement tchadien voulait avoir une école uniquement dédiée à la formation des magistrats, aux administrateurs pénitentiaires, aux avocats, aux huissiers. Et finalement, cette école a été créée et elle existe depuis 2014. Elle a produit, je crois, 2 promotions de magistrats avec une section arabe et une section française. Et cette école est basée, je le disais, initialement dans le bâtiment du ministère de la Justice avec d'autres annexes qui sont situées pas loin du bâtiment qui abrite aujourd'hui le ministère de la Justice du Tchad. Alors, merci beaucoup. Donc, continuez. Voilà, donc je disais, depuis cette date, l'ENA a connu sa réforme majeure qui fait qu'aujourd'hui, il y a 2 cycles. Il y a le premier cycle qui est un cycle de 3 ans. Le second cycle est un cycle de 2 ans. Ces 2 cycles sont arrimés sur le modèle LMD, c'est-à-dire que ceux qui font le premier cycle font l'équivalent de 3 années de licence, ceux qui font le second cycle font l'équivalent de 2 années de master. Alors, en tant qu'école d'application, l'ENA n'applique pas au sens strict les vertus, les principes majeurs du système LMD. L'ENA s'adapte aux besoins. Alors, oui, nous avons perdu le directeur général Senoussi. Alors, c'est incroyable. Je pense qu'il doit y avoir un problème d'Internet au Tchad. Nous l'avons perdu. Ça s'est coupé depuis N'Djamena. Alors, mesdames et messieurs, le temps que le directeur général Senoussi revienne, donc nous allons l'appeler pour prendre contact rapidement avec lui. Nous allons rapidement passer à la question du programme des jeunes volontaires de l'Union africaine. Alors, nous avons avec nous pour en parler ce soir Mme Rekia Mohamedou, qui est donc directrice de l'administration des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine qui lance, comme vous le savez, chaque année, un programme de recrutement à l'endroit des jeunes africains et africaines qui sont âgés de moins de 35 ans, ou bien 35 ans au maximum, au moment de leur recrutement dans ce fameux programme, ce programme qui recrute plusieurs centaines de jeunes chaque année. Alors, Mme Rekia, est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme de jeunes volontaires, à nous donner davantage de détails, expliquer comment est-ce que les jeunes africaines et les jeunes africains peuvent faire acte de candidature, quels sont les dossiers, quels sont les éléments du dossier qu'ils et elles doivent fournir, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre
en quoi consiste ce stage d'une année? Est-ce que c'est un stage payant? Si c'est payant, est-ce qu'à la suite de ces stages, il y a des opportunités de carrière au sein de l'Union africaine? Bref, autant de questions que pose le jeune public africain. Et nous avons la chance de vous avoir avec nous ce soir. Donc, vous pourrez idéalement donc, répondre à leurs questions. Rekia. Merci, Amine. Bonsoir à tous. Effectivement, l'Union africaine, depuis 2010, a un programme de jeunes volontaires. Et ce programme de jeunes volontaires, aujourd'hui, recrute environ 200 jeunes par an et venant de tous les pays africains. Ce programme a pour objectif vraiment d'accélérer la présence des jeunes dans le développement des politiques continentales et puis de leur donner l'occasion de bâtir leurs compétences ou bien d'avoir une compétence ou une expérience professionnelle dans une organisation internationale qui est la leur, comme l'Union africaine. Donc, comme je l'ai dit, 200 jeunes chaque année venant de tous les pays. Si on divise ces 200 par ce nombre de pays, on a environ donc 3 par pays. Et ce programme, donc, comme tu l'as bien dit au début, s'adresse aux jeunes qui ont maximum 35 ans. Donc, ce programme également donne une priorité aux femmes, c'est-à-dire au moins parmi ces 3, il y aura au moins une femme. Comme vous le savez, on a eu 2 décisions très importantes, avoir 50% des femmes à l'Union africaine d'ici 2025 et puis 35% de jeunes d'ici 2025. Donc, avec ces 2 décisions, on veut les jeunes, mais on veut encore plus les femmes. Donc, alors, dis-moi, Rekia, 200 jeunes, à peu près 3 par pays, sur 55 pays, est-ce que ce n'est pas un nombre qui est par trop peu significatif vu les besoins de formation, les besoins de perfectionnement que l'Afrique a aujourd'hui, spécialement pour les jeunes? Bien sûr, c'est un des programmes, Amine. Ce programme dont je parle, c'est un des 3 ou 4 programmes que l'Union africaine a. Tu as été à la commission, donc il y a le programme des jeunes juristes, il y a le programme des jeunes volontaires pour les zones affectés par les maladies infectieuses. Donc, on a plusieurs programmes. Donc, ce programme particulier, c'est chaque année, et puis 200 jeunes, bien sûr, même si c'est peu, c'est peut-être compte tenu du budget, mais c'est quand même bien de commencer avec au moins 3 de chaque pays, c'est 55 pays. Et ce programme, c'est pour une année et maintenant, depuis 1 an, on donne l'occasion de prolonger cette année à une autre année. Donc, ce programme peut aller jusqu'à 2 ans. Et ok, donc le programme peut aller jusqu'à 2 ans. Le jeune peut se retrouver à pour 2 ans. Voilà, et c'est aussi une opportunité. Ce qu'on a vu, c'est que quand ces jeunes se retrouvent vraiment dans ces organisations dans lesquelles on les met, s'ils sont performants, c'est une opportunité pour eux aussi de pouvoir postuler au poste de l'Union africaine, cette fois-ci en tant qu'interne. Comme vous le savez, quand on est à l'interne, on a plus de chances que celui qui est à l'externe. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité d'être à l'Union africaine en tant que jeune volontaire. Donc, ce programme également donne on peut dire, une indemnité par mois qui est entre 800 et 1000 $.
il y a des conditions de service aussi, c'est-à-dire le volontaire a droit au service médical, et il aura une indemnité d'installation, un billet d'avion et il sera encadré. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui le permet de se sentir comme un staff de l'Union africaine. Donc, alors, pendant les 2 ans, donc, le jeune travaille comme fonctionnaire. Il est payé entre 800 et 1000 dollars selon les pays, si j'ai bien compris. Il est pris en charge sur le plan médical. On lui paye son billet d'avion aller-retour. Mais, Rekia, je n'ai toujours pas eu une réponse. Les jeunes posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour accéder directement à ce programme. Est-ce que c'est un concours ou bien est-ce qu'on dépose juste le dossier et puis on attend? Donc, on vient de lancer la session 2020-2021. Et la date de clôture, et je pense que c'est en août, on ouvre l'appel à candidature pendant 1 mois. Et une fois que l'appel est clôturé, on met une équipe en place composée du département qui est en charge de ce programme et de ressources humaines. Et on sélectionne les meilleurs candidats venant de chaque pays. Donc, comment est-ce qu'on sélectionne les meilleurs? C'est quoi exactement les critères pour ceux qui nous entendent, ceux qui nous suivent en ce moment? Quel genre de critères ils doivent mettre en avant sur leur CV? Parce que le programme vient d'être lancé. J'imagine un pays comme le Cameroun va avoir 3, un pays comme le Tchad va avoir 3. Donc, les plus chanceux, apparemment, le programme est extrêmement compétitif. Mais ceux qui sont intéressés, que doivent-ils mettre sur leur CV de manière précise qui permet de faire la différence? Ceux qui sont intéressés, d'abord, doivent avoir des qualifications qui peuvent répondre tout d'abord au domaine qui intéresse le domaine d'intérêt ou bien les domaines de l'agenda 63. Ce qui veut dire que le domaine éducation, santé, paix et sécurité, et ainsi de suite, business, puisqu'il y a l'administration et les finances, l'agriculture, donc tous ces domaines. Et deuxièmement, il faut avoir simplement une année d'expérience, que ce soit une année de travail ou bien de stage dans une entreprise, c'est suffisant. Et troisièmement, peut-être ce qui va faire la différence souvent, c'est ce qui est peut-être les domaines prioritaires de l'Union africaine. C'est-à-dire aujourd'hui, si on prend la priorité... Oui, c'est combien? Non, par élève, combien? Par élève, rapidement. Assala, on vous écoute quand vous parlez au téléphone. Ok, merci. Oui, Rekia. Assala, on t'écoutait quand tu parlais au téléphone. Rekia, allez-y, vas-y. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que la priorité, peut-être ce qui va faire la différence entre les candidats, c'est la priorité de l'organisation. On sait qu'il y a certains domaines prioritaires, il y a des programmes prioritaires, et donc les experts ou ceux qui ont des qualifications dans ces domaines sont prioritisés. Et deuxièmement, être une femme est une priorité, et certainement, et peut-être à âge égal, on prendra le plus jeune puisqu'on veut ramener les plus jeunes dans l'organisation. Donc, normalement, ce que j'ai vu, bien sûr, si vous êtes 100 par pays à postuler et qu'on ne veut que 3, c'est vrai que c'est peu. C'est peu, mais c'est toujours une bonne opportunité d'être parmi ces 3. Et c'est un programme qui se répète. Donc, si on est jeune, on peut le répéter 2, 3 fois et finalement, peut-être on finira par l'avoir. Alors, très bien. Merci beaucoup, Rekia. Je vais revenir tout à l'heure avec les questions des auditeurs. Nous allons repartir chez Hassana. C'est nous, c'est Hassana Abdoulaye, qui a été interrompu tout à l'heure, malheureusement, à cause des problèmes d'Internet à N'Djamena. Ça peut arriver. Je pense que ce n'est pas unique au Tchad. Toutefois, on espère que la prochaine fois, ceux qui s'occupent d'Internet puissent faire en sorte que si on discute avec, on fait des interviews
en ligne et puis en direct avec des responsables qui sont à Yamena, qui sont en train de partager des informations extrêmement importantes et intéressantes pour les jeunes. Il n'y ait pas d'interruption. Donc, Hassana, vous avez la parole. Bon, voilà, désolé pour le désagrément de tout à l'heure. Et vous savez, en ce moment, il pleut aussi à N'Djamena. Alors, donc, voilà. Alors, je réponds à la discussion. Vous avez demandé à ce que vous m'avez posé la question de comment nous sommes organisés pour gérer la situation de la Covid. Comme vous le savez, le Tchad, comme les autres pays, ont subi de plein fouet les conséquences de la pandémie. Et en mars, exactement le 19 mars, nos autorités d'enseignement ont suspendu les cours. Et comme l'administration de l'école ne voudrait pas s'ennuyer et surtout laisser les élèves sans formation, sans cours, puisque nous étions en deuxième année, c'est-à-dire en démarrant le troisième semestre, nous avons considéré qu'il était nécessaire de réfléchir à une continuité pédagogique d'enseignement. Et fort de ce projet que nous avons déjà inscrit dans notre plan d'action, nous avons sollicité l'université virtuelle du Tchad. Au Tchad, il y a une université virtuelle qui n'est pas toujours très connue, mais qui fait un excellent travail. Alors, notre premier contact était d'entrer en relation avec l'université virtuelle. Alors, avec l'université virtuelle, nous avons commencé à réfléchir sur le projet donc, de la formation à distance, le e-learning. Et ensemble, après plusieurs réunions, nous avons réussi à construire un projet cohérent, un projet réaliste. Et comme vous le savez, peut-être l'École nationale d'administration a souvent des effectifs très modestes. Actuellement, nous avons une promotion de 132 élèves, moitié premier cycle, moitié second cycle. Ceux qui sont au second cycle sont tous fonctionnaires, ceux qui sont au premier cycle sont à moitié fonctionnaires et une partie qui n'est pas fonctionnaire. Alors, au premier cycle, nous avons ouvert donc 2 filières, la filière de traducteurs bilingues et des assistants de direction bilingues. Au second cycle, nous avons 4 filières, la filière diplomatique, la filière économique et financière, la filière administration générale, administration sociale, et enfin la filière études territoriales. Ce projet devait permettre à l'école de continuer à exister, à fonctionner et à occuper les élèves. Alors, à partir du projet que nous avons bâti avec l'Université virtuelle du Tchad, nous avons réfléchi à comment le mettre en place. Alors, dans la mise en œuvre, nous nous sommes posé la question, si nous voulons former à distance, avec quel outil les élèves vont se connecter? Alors, notre premier réflexe était de trouver des tablettes. 132 tablettes pour 132 élèves. Deuxième réflexe, comment vont-ils se connecter à Internet? Parce qu'à un moment donné, ces cours à distance, il faut avoir une connexion Internet. Nous avons contacté la société de téléphonie mobile, Tigo, donc Millicom Tigo, qui a accepté d'être en partenariat avec nous en nous proposant des connexions gratuites sur la plateforme e-learning et sur le site Internet de l'ENA. Mais également, nous avons souhaité que nos élèves profitent d'autres ressources numériques se trouvant parfois à l'étranger et nous avons souscrit à 2 abonnements à 2 grandes maisons, c'est-à-dire Kern et Dalloz, qui sont des grandes maisons qui proposent des ressources numériques utiles pour les élèves de l'ENA. Et nous avons souscrit à ces abonnements-là pour que les élèves puissent en bénéficier. Ces projets ont été techniquement pilotés par l'Université virtuelle du Tchad en partenariat avec l'ENA, avec un appui en termes de connexion Internet fourni par la société de téléphonie mobile Tigo, et l'ambassade de France a accepté de financer ce projet. Ce projet a permis aux élèves à distance de suivre des cours en ligne, une grande partie du 3e semestre, et ils ont eu chacun une tablette, chacun a eu un accès à toutes ces ressources numériques. Et enfin, quand les difficultés de délestage, les difficultés liées au délestage se sont posées, nous avons également fourni pour chaque élève un panneau solaire lui permettant de se connecter facilement. Alors, c'était une tâche, un projet qui était difficile, ardu. L'ENA a mis en place une équipe projet et une équipe de suivi. Les élèves ont été sensibilisés, préparés, formés. Les enseignants également ont été sensibilisés, préparés, formés pour justement gérer la plateforme en ligne. L'équipe projet et l'équipe de suivi a été en permanence en contact avec les élèves et les enseignants pour leur apporter l'appui technique nécessaire afin qu'il n'y ait pas de désagrément. Et pour nous, c'était un projet innovant, passionnant et forcément utile pour les élèves parce que les élèves n'ont pas cessé d'apprendre. Au début, c'était un peu lourd et lent au démarrage, mais par la suite, ils ont trouvé du plaisir à continuer à suivre des cours à distance. Et avec la reprise que nous avons organisée récemment depuis 2 semaines, nous sommes déjà très avancés. Et cette formation en ligne a été vraiment utile, efficace, parce que l'ENA, avec cette formation, a réussi à maintenir une continuité pédagogique au profit de nos élèves de l'ENA. Excellent, Sénossi. Toutefois, j'ai 2-3
questions. L'une d'elles consiste des effectifs de l'ENA. Il y a une centaine d'élèves fonctionnaires en ce moment, j'imagine 136, si j'ai bien compris. 132. 132. Est-ce qu'on a une parité sur le nombre d'élèves? Non, il n'y a pas une parité. Il n'y a pas une parité. La question s'était posée au concours, donc le concours qui a été organisé en 2018. Comme vous le savez, au Tchad, nos autorités sont forcément engagées sur la question de la parité. Il y a une loi sur la parité progressive. Et même, il y a un système de quotas qui est instauré depuis quelques années, un quota qui prend en compte les poids géographiques pour faire représenter les différentes couches de notre pays, les différentes populations, mais également un quota relatif aux femmes. Alors, quand le jury relatif au concours s'est posé la question, faut-il faire intégrer dans la sélection la question du quota? La question a été largement discutée et finalement, il a été décidé que les élèves sans distinction de sexe doivent mériter leur place à l'ENA. Il ne suffit pas d'être une femme, il faut répondre aux mêmes exigences que les hommes. Et finalement, nous avons eu 10 à 15% des filles qui ont réussi à passer toutes les épreuves de sélection du concours, mais la parité n'est pas respectée. Nous souhaitons que désormais, les filles soient plus engagées à passer le concours de l'ENA et soient au même niveau de compétition que les garçons. Et comme vous le savez, en matière de concours, c'est difficile de penser en termes de quota femmes. C'est difficile, mais c'est faisable. Et j'espère que les autorités tchadiennes vont arrêter de raconter des histoires en parlant de parité et puis en n'ayant pas de dispositions pratiques pour que ça puisse se faire. Donc, l'ENA est sous la responsabilité de la présidence. Donc, j'espère que les gens de la présidence nous écoutent et feront en sorte que la parité puisse être respectée pour la prochaine fois. C'est un engagement du chef de l'État d'ailleurs. Oui, c'est l'engagement, mais à tous les niveaux, cette parité est à peu près respectée. Mais en matière de concours, comme vous le savez, c'est un peu plus délicat que ça. Oui, je sais. Vous êtes le directeur de l'ENA. Donc, c'est tout à fait normal. Vous avez des obligations. Nous, on a aussi une obligation de suivi et de vérification en tant que citoyen. Et il faudrait qu'on s'assure que cette obligation, ces engagements que les patrons politiques prennent, deviennent des réalités. Même si on ne parle pas de politique sur cette chaîne, hein, mais quand il s'agit de femmes et de parité et de respect et d'égalité des genres, moi, je m'engage tout de suite. Je pense que tout le monde le sait. Donc, on ne parle pas de politique, mais quand il s'agit de genre et d'égalité des femmes et des hommes, je pense qu'il est nécessaire qu'on rappelle les autorités politiques à l'ordre. Nous allons repartir au professeur Vincent Ibodé tout de suite, et puis après je reviens sur Senoussi et puis sur Rekia. Une question qui a été posée par un de nos internautes professeurs. Deux questions en fait. Première question, est-ce qu'on peut accéder au programme de master et de doctorat quand on a une licence professionnelle ou bien on a un master professionnel? Donc ça, c'est la première question. Et puis ensuite, visiblement, les gens ne connaissent pas tout à fait le genre de spécialité. Quand bien même vous avez parlé de ces spécialités, est-ce que c'est possible que vous puissiez donner une petite liste des spécialités existantes? Et puis, un auditeur qui m'a envoyé une question inbox qui me dit à combien monte la bourse? Ça, c'est des étudiants qui sont plutôt très concrets. Ils veulent savoir combien on paye. Professeur? Ok, merci pour ces questions. Disons que la bourse, il suffit d'aller dans le site, vous allez voir le montant de la bourse. Hein, ce n'est pas un secret, mais la bourse est consistante pour vivre dans un pays africain. C'est ce que je peux dire. Alors, pour ce qui est des spécialités, il faut comprendre que pour l'Institut de gouvernance des sciences sociales et humaines, comme je l'ai dit, il y a un master, un doctorat en gouvernance et intégration régionale. Donc, on peut donc dire, grosso modo, sciences politiques, puisqu'il y a la gouvernance politique, il y a la gouvernance économique, il y a la gouvernance judiciaire. Au moins, on peut citer ces formes de gouvernance-là. La formation est un peu plus générale pour que chacun puisse y trouver son compte. Par contre, dans les autres masters qui sont à tendance professionnelle, qui sont donc un master en traduction, un master en interprétation, un master en langue transfrontalière,
les options ou si vous voulez les spécificités et les orientations sont celles d'une école de formation. La première question, vous pouvez me la reprendre là? Oui, oui, en fait, donc c'est sur. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Hein. Les questions étaient relatives aux spécialisations. C'était aussi relatif au montant de la bourse. Donc, je pense que vous avez répondu. Parce qu'il y a une qui reste. Hein. Il y a une qui. Ben, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Il y a une question, en fait, toujours, on répare cette fois-ci à la commission de l'Union africaine pour le programme des jeunes volontaires. L'internaute veut savoir est-ce qu'un fonctionnaire qui a moins de 35 ans, fonctionnaire de son pays, peut postuler à ce programme et quelles sont les démarches à mener. Quel fonctionnaire? Un fonctionnaire dans son pays, depuis son pays. La personne est fonctionnaire, mais aimerait toutefois participer au programme des jeunes volontaires. Est-ce que c'est possible? Il n'y a aucun problème à partir du moment où il a 35 ans maximum. C'est même un avantage, ça veut dire qu'il a une expérience et il sera accepté dans ce programme. D'accord, c'est parfait. Alors, nous avons promis de faire 1 heure, donc nous avons fait presque 1 heure. J'aimerais cette fois-ci vous repasser la parole à chacun des panélistes. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Nous avons eu quelques incidents techniques et généralement, je préfère garder ça. Nous préférons, dans le cadre de ce programme, rester sur la tranche d'1 heure, dans une dizaine de minutes, avec les problèmes techniques. Je vais passer la parole donc cette fois-ci aux panélistes. Ce que vous pouvez dire comme mot de la fin en termes de conseils, ce que vous pouvez partager en termes d'informations pour nos auditeurs et nos auditrices. Nous commençons donc directement par le directeur général Hassana Senoussi. Très bien. Donc, pour ce qui est de l'École nationale d'administration, nous avons un site internet, donc www.ena.td. Sur ce site internet assez dynamique, il existe le maximum d'informations, à savoir sur l'historique, sur l'équipe, sur les formations initiales et continues que l'École nationale d'administration propose. Ensuite, vous avez les anciennes promotions, vous avez les anciennes éditions des voix de l'ENA et beaucoup de choses à découvrir sur ce site internet. Il existe également une page Facebook de l'École nationale d'administration et puis un compte Twitter qui permet à l'école, à travers ces différents canaux, de communiquer. Pour ce qui est des informations... Oui. Rapidement, une question. Il y a une des internautes qui demande, c'est à partir de quel diplôme on peut accéder au second cycle en fait, de l'ENA au Tchad. Voilà, pour ce qui est du premier cycle, c'est le niveau bac pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Pour ce qui est du second cycle, c'est le niveau, le diplôme d'équivalent licence, donc bac plus 3. Bac plus 3, c'est le minimum requis pour accéder au second cycle de l'ENA. Je pense avoir répondu à la question. Pour ce qui est du reste, c'est qu'il faut, quand vous postulez à un concours, il faudrait se préparer. Donc, se préparer activement à passer un concours difficile, un concours exigeant comme celui de l'École nationale d'administration. Quelles que soient les rumeurs ou les préjugés sur l'issue du concours, l'école a fait des efforts. Les autorités ont fait énormément d'efforts. C'est un des concours aujourd'hui les plus transparents. Et l'accès se fait sur essentiellement le mérite. Ceux qui candidatent doivent considérer que c'est une école d'élite et en tant que telle, elle a ses règles, elle a ses exigences. Alors, moi, j'invite ceux qui souhaitent s'intéresser à l'ENA de venir sur place pour se renseigner à l'École nationale d'administration du Tchad, de visiter notre site internet et à partir de ces différents canaux de diffusion que nous avons, ils peuvent avoir le maximum d'informations sur l'école. Et ceux qui souhaitent y accéder, bien sûr, il faut qu'ils attendent le lancement d'un concours et le lancement du concours intègre les conditions d'accès liées au diplôme, aux aptitudes qu'il faut remplir pour postuler, ainsi que la composition d'un dossier. Et à ce moment-là, une fois que le concours est lancé, il y a une période où il faut déposer son dossier, remplir les conditions et passer les différentes épreuves. Et la seule et unique condition, quand vous remplissez les exigences liées au dossier et aux aptitudes des diplômes, la seule chose qui compte, c'est le mérite. Et en tant qu'école et en tant qu'école qui organise un concours d'élite, forcément, ce sont les meilleurs qui vont accéder à l'ENA. Question, directeur général. C'est aussi.
Est-ce que l'ENA au Tchad offre un cycle pour les internes, les externes, en fait, je veux dire des personnes qui ne sont pas tchadiennes et qui souhaitent venir étudier à l'École nationale d'administration au Tchad? Voilà, effectivement, donc depuis 2014, l'ENA s'est ouverte à l'international. Les élèves étrangers peuvent postuler et accéder à l'École nationale d'administration du Tchad. Et bien sûr, au dernier concours, il y a eu quelques élèves étrangers qui se sont intéressés, des candidats en tout cas qui sont intéressés. Et donc, l'ENA veut rayonner à l'international sur le plan africain notamment, en acceptant les élèves étrangers. De la même manière que les Tchadiens vont se faire former dans d'autres ENA d'Afrique, nous accueillons également par réciprocité les candidats étrangers qui souhaitent rejoindre l'École nationale d'administration du Tchad. Et l'ENA ne fait pas seulement de la formation initiale, elle fait également de la formation continue. Et la formation continue, il y a un catalogue qui existe sur les sites qui indique quelles sont les différentes offres de formation que nous proposons. Alors, merci beaucoup, donc, Senoussi, directeur général de l'École nationale d'administration. Et puis, surtout, encore une fois, félicitations pour l'excellent travail qui a été fait par l'équipe dirigeante de l'ENA pendant la pandémie du Covid, afin de permettre aux élèves fonctionnaires de continuer par bénéficier d'une continuité pédagogique. Je pense que c'est extrêmement important, la rapidité avec laquelle le projet a été mis en œuvre et les résultats sont là aujourd'hui. Donc, encore une fois, félicitations. Comme je le dis toujours, quand c'est bien fait, il faut le dire. Et cette plateforme est là aussi pour dire quand c'est bien fait. Nous allons passer maintenant au professeur Joseph, au professeur donc, Ebodé, Ebodé Joseph Vincent, donc, qui est le directeur de l'Institut de la gouvernance des sciences sociales et des sciences humaines de l'Université panafricaine. À faire, quelques informations à partager et puis des conseils à donner à ses futurs étudiants. Éventuellement, professeur, il y a un internaute qui est revenu qui me dit que nous n'avons pas répondu à sa question. Est-ce qu'avec un master professionnel, on peut accéder au cycle de doctorat de l'Université panafricaine? Puis ensuite, vous continuerez avec le mot de la fin. Merci beaucoup. Vous avez la parole, professeur. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est de cette question dont je parlais tout à l'heure en disant que j'ai l'impression que je n'ai pas répondu à une question. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'université panafricaine, comme je l'ai dit, est hébergée par des institutions hautes qui sont des institutions classiques. Et donc, une université fait d'abord la recherche fondamentale pour que les étudiants puissent accéder à un doctorat. Donc, grosso modo, pour ce qui concerne l'Institut de gouvernance, nous ne prenons pas généralement les masters ou les licences professionnelles. On prend les licences classiques parce qu'avec ça, les étudiants vont aller apprendre la traduction ou l'interprétariat, ayant déjà des fondamentaux, ou alors ils vont continuer en doctorat, en gouvernance et en intégration régionale. Voilà pour ce qui concerne cette question. Maintenant, pour ce qui concerne quelques éléments pratiques dont les étudiants ou même les partenaires pourraient savoir, à l'Institut de gouvernance, les enseignements sont effectivement offerts en français, en anglais, parce qu'on s'est rendu compte, après une étude fondée sur la première promotion des étudiants, qu'en admettant les étudiants qui viennent faire le niveau master, dont certains n'ont jamais fait l'anglais et d'autres n'ont jamais fait le français, qui sont les deux langues officielles de l'université panafricaine, on ne peut pas les obliger à continuer dans une langue qu'il n'a jamais fait, alors qu'il va immédiatement soutenir un diplôme universitaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est le même diplôme, mais deux parcours, français en anglais. Donc, tous les étudiants qui peuvent s'exprimer correctement dans l'une de ces deux langues vont trouver leur place à l'université panafricaine, à l'Institut de Yaoundé. Le critère de sélection, c'est l'excellence, c'est la représentativité et c'est le genre. Je l'ai dit quand j'expliquais tout à l'heure, les meilleurs sont toujours retenus, mais on tient aussi compte de la représentation continentale et on tient compte du genre. Et enfin, je peux dire qu'étant donné que c'est aussi au Cameroun que se trouve le rectorat continental, ceux qui viennent à l'Institut de gouvernance au Cameroun ont, à travers cette possibilité qu'est le rectorat à côté de l'Institut, ils ont donc la possibilité de connaître très
les autorités de l'université en tant que telles et pas seulement les autorités de l'Institut. Et enfin, l'existence ou le fait que nous ayons un programme hébergé par une université qui se situe pratiquement à 250-300 km de Yaoundé permet d'expérimenter ce qui a été prévu lorsqu'on fondait cette université, c'est-à-dire la notion de centre qui devait être rattaché à chaque institut. Donc, voilà quelques spécificités qu'un étudiant qui vient dans notre institut va retrouver et nous sommes tout à fait disposés à répondre à n'importe quelle question, à n'importe quelle heure, si jamais cette question ne trouve pas de réponse, soit dans le site de l'Institut, soit dans le site du rectorat, soit dans le site de l'Université panafricaine à l'Union africaine. Alors, merci beaucoup, professeur Ebodé. Touda, l'Université panafricaine, c'est une véritable opportunité donc, pour les jeunes africains et pour les jeunes africains. Allez sur Google, tapez Université panafricaine et vous allez découvrir cette université qui dispose de 5 campus dans 5 pays, au sud, au nord de l'Afrique, à l'ouest, à l'est et au centre. C'est un programme un peu similaire au programme européen Erasmus qui est censé accélérer l'intégration du continent et aussi fermer ou plutôt réduire l'écart entre l'Afrique et le reste du monde en termes de formation universitaire. C'est aussi une université qui fait la promotion du genre et qui se bat pour réduire les écarts en matière d'égalité des genres. Donc, c'est extrêmement important. Vous avez le professeur l'a dit aussi. La bourse est consistante. Si vous mettez ça en CFA, elle doit tourner entre 500 000 francs CFA et plus, j'imagine. Donc, ce qui est quand même excellent pour pouvoir vivre confortablement dans une ville africaine, l'une des 5 villes où se trouve cette université. Nous allons passer maintenant à Rekia pour son mot de la fin. Rekia qui nous a parlé du programme des jeunes volontaires de l'Union africaine. Rekia, est-ce que tu as encore quelques conseils, un dernier mot avant qu'on puisse conclure? Merci, Amine. Un de mes derniers mots, je pense que, comme je l'ai dit au début, le programme est très important. Il va donner aux jeunes Africains de travailler dans l'organisation internationale, mais il faut savoir que l'Union africaine est présente aujourd'hui dans pratiquement, je pense, en tout cas, on a au moins 14 bureaux régionaux, une dizaine d'organes et de bureaux spécialisés. On est présent donc dans plusieurs pays africains et on est présent aux États-Unis et en Europe. Et donc, c'est une opportunité à un jeune Africain de se retrouver dans un de ces pays qui n'est pas le sien et de travailler et en tant que fonctionnaire international pour maximum 2 ans. Et également, il faut se dire que ce n'est pas un programme de stage. Donc, une fois dans l'organisation, on est considéré comme un staff. Donc, on va se voir attribuer une responsabilité. Et ça, c'est très important parce que ça va aider de bâtir ses compétences. Et troisièmement, ce programme, je l'ai dit, il recrute 200 personnes par an, mais il y a une liste d'attente. Cette liste d'attente peut amener un pays à avoir donc environ 6 à 8 candidats dans une liste, mais il n'y a que 3 ou minimum 3 qui sont recrutés parce que quand on dit 200, ça veut dire que certains pays peuvent se retrouver avec 5. Donc, il ne faut pas se décourager, dire 3, on peut être dans une liste d'attente. Quatrièmement, ce programme, avant d'intégrer l'institution, il y a un programme de formation de 2 à 3 semaines qui est offert pour préparer le jeune à intégrer l'organisation dans laquelle, l'institution dans laquelle il part. Et finalement, je pense que le jeune volontaire est tenu à fournir un rapport
peut-être semestriel qu'il est vraiment en train de travailler. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Et que ce n'est pas le seul programme offert aux jeunes. Il y a d'autres programmes. Il suffit d'aller dans le site de l'Union africaine pour trouver les autres programmes. Merci. Merci beaucoup, Rekia. Merci beaucoup au professeur au professeur Ntouda Ebode, Vincent Joseph. Merci beaucoup au directeur général de l'ENA au Tchad, Senoussi Hassana Abdoulaye. Très rapidement, je voudrais dire donc, que ce soir, nous avons surtout parlé de formation, nous avons parlé de recherche et nous avons parlé d'apprentissage. Comme vous le voyez, ça a été fait de manière extrêmement structurée. La formation avec l'Université panafricaine, la formation et la recherche, en fait, avec l'Université panafricaine qui offre donc des bourses de master et de doctorat à tous les jeunes Africains âgés de moins de 40 ans. Et même ceux qui ont plus de 40 ans pourront éventuellement aussi accéder à ce programme de master et de doctorat, peut-être sans être boursier, mais le directeur de l'Institut nous a dit, pour le moment, ils n'ont pas eu de cas. Toutes les personnes qui ont été admises à cette université sont devenues boursières. Et donc, le professeur a partagé avec nous le site de cette université, Université panafricaine. Allez-y, je vous invite à aller visiter ce site. Il y aura peut-être une opportunité pour vous, pour mieux vous former, pour faire de la recherche aussi. L'objectif de cette université panafricaine, encore une fois, est de réduire l'écart en termes de formation universitaire et en termes de recherche entre l'Afrique et le reste du monde, mais aussi d'accélérer l'intégration africaine en faisant voyager les jeunes et en les faisant vivre dans les 5 régions de notre continent. Nous avons aussi parlé de formation professionnelle pour l'administration publique avec l'École nationale d'administration. Un travail formidable en ce moment, spécialement au vu des difficultés que cette école doit certainement et nécessairement rencontrer avec la pandémie du Covid. Donc, ils font un travail. L'école s'est modernisée. Ils sont désormais sur Internet, qui est un cas extrêmement rare au Tchad. Je ne crois pas que l'université de N'Djamena soit aussi sur Internet, en tout cas pas avec la même qualité d'information et puis la même qualité en termes de technologie. Donc, l'université de N'Djamena, je les invite à copier en fait cette école, hein, École nationale d'administration. Nous avons aussi parlé d'apprentissage, spécialement avec le programme des jeunes volontaires donc, de l'Union africaine qui offre des stages de perfectionnement et des stages d'apprentissage aux jeunes de 55 pays, un programme de 200 recrutements chaque année. Mais Rekia nous a dit, ce n'est pas le seul programme, il y a aussi d'autres programmes. Allez visiter le site de l'Union africaine et vous allez trouver les informations dont vous avez besoin. En conclusion, donc, tous les panélistes ont reconnu que la jeunesse, elle doit être une priorité et on doit aller au-delà des mots. Les femmes doivent aussi être une priorité. Malheureusement, on a pu le constater, quand on met la priorité pour les jeunes et on essaie de pousser à travers avec des actes, pour les femmes, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, il va falloir continuer par exercer des pressions sur les gouvernements et sur les leaders politiques afin que ce qu'ils disent devienne aussi une réalité pour les femmes. Il ne s'agit pas de parler de quotas et de se faire applaudir. Il faut tout faire pour que ces quotas et cette égalité soient effectives, y compris au sein de l'École nationale d'administration. Et il y a des pays qui ont réussi à le faire. Nos pays doivent simplement aller regarder ailleurs comment ça se fait, copier les bonnes pratiques et puis venir mettre ça en œuvre. Nous avons aussi dit que la parité doit être accélérée et on doit aller au-delà des mots. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier encore une fois pour votre attention et pour avoir suivi cette émission de bout en bout aujourd'hui, malgré les désagréments techniques que nous avons eus. Donc, ma co-animatrice ou technique, en fait, et moi, donc Ikwendo et moi, nous vous remercions et nous remercions aussi du fond du cœur tous les panélistes qui ont accepté de venir passer du temps avec nous malgré leurs responsabilités et leur agenda.